est-ce qu'on mobilise la communauté internationale ou alors la communauté internationale se mobilise soi-même selon ses intérêts? Où la communauté internationale prend action dans ses intérêts internationaux. Message ezana kati ya Kongo site. Donc Motolingane, il y a des sujets. Notamment quand on dit Congo Tolingane, il y a des sites. Oui, il faut Congo Tolingane. Bisoba Congolais Tolingane. Par internet, nous sommes à Congo Tolingane TV. Pour moi, on va dire si on est à Congo Tolingane TV, on va dire alors, les alliés chaîne moko, il y a Kitindindi, Petchakoudidi. Permettez-moi maintenant de céder la parole à M. Adel Obeid, ministre conseiller spécial du président de la République du Niger. À vous la parole. Bonsoir mesdames et messieurs, conférenciers. C'est avec plaisir que nous prenons la parole aujourd'hui. D'abord, nous allons commencer par remercier les organisateurs de cette conférence et au-delà de l'événement lui-même qui consiste à célébrer le nouvel an amazigh. Ceci nous rend très fiers et nous vous en remercions. Je vais évoquer assez brièvement, à mon titre personnel, du président du parti politique des mouvements démocratiques pour le renouveau, TARNA, mais également avec l'expérience que j'ai eue d'avoir été candidat aux élections présidentielles du Niger en 2016, pour souligner le caractère extrêmement important, essentiel de la paix dans la région saharienne en général, et de l'Afrique du Nord et globalement de l'Afrique tout entière. Mon intervention est une sorte de partage d'expérience. Effectivement, le Niger a connu des périodes assez difficiles. En particulier, dans les années 90, nous avons également eu accès à ce qui a été appelé à l'époque le courant démocratique ou le vent démocratique. Donc nous avions eu la possibilité constitutionnelle de former des partis politiques qui avaient pour finalité d'accéder au pouvoir et de l'exercer démocratiquement. Il va de soi que des pays comme le Niger, qui sont des pays stratégiques, la politique n'est pas une affaire strictement endogène. Il y a des facteurs internationaux, des facteurs exogènes qui influencent nos décisions, qui influencent souvent et provoquent des conflits qui ont été souvent les facteurs du retard économique dans nos régions. Donc je le disais tantôt, le Niger, après les années 90, a connu des périodes successives, tantôt des coups d'État, tantôt des périodes de transition, qui ont abouti finalement, après le dernier coup d'État en date, en 2009, à l'installation d'un régime démocratique. Nous en sommes au deuxième mandat et nous avons l'espoir que les élections qui se tiendront en 2021 soient l'occasion pour une transition démocratique. Donc je voulais évoquer le caractère très complexe aussi de la société nigérienne, qui n'est pas une société uniforme, c'est une société composée de plusieurs peuples, chacun ayant une langue, certains ayant même une écriture. Donc il a toujours été essentiel pour les partis politiques au Niger de tenir compte de ces facteurs et surtout de les rendre un facteur de stabilisation et non pas un facteur d'instabilité, puisque les partis politiques ont très vite eu un choix, ou deux d'ailleurs, ou bien utiliser la fibre ethnique pour attirer les militants, ou bien justement travailler pour que la fibre ethnique ne soit pas quelque chose qui exclut, mais quelque chose qui attire d'autres peuples. C'est l'expérience de notre mouvement. Lorsque,
vers 2014-2013, nous avons constaté l'effondrement de la Libye. Et ensuite, nous avons vu que les vagues de cette déstabilisation ont atteint des pays frères et amis comme le Mali. Il a été pour nous quelque chose d'extrêmement urgent de former un parti politique pour que l'attention de la jeunesse, faut-il le rappeler, le Niger est un pays très jeune, pour que les jeunes ne partent pas vers les sirènes de l'argent facile, mais également de la radicalisation qui était quand même très, très possible à cette période-là. Donc il fallait amener la jeunesse nigérienne, la jeunesse touareg, la jeunesse finalement nigérienne en général, à espérer que les mouvements, les changements politiques peuvent s'opérer de manière pacifique. Nous avons donc participé aux élections de 2016. Comme toute autre élection en Afrique subsaharienne, je me permets de parler de l'Afrique subsaharienne, elles étaient très critiquables. Mais à un moment donné, la responsabilité des leaders politiques n'est pas forcément d'avoir raison, mais de faire en sorte que les pays restent stables et que les possibilités du changement demeurent et non pas à se retrouver à gérer un pays en fait ingérable. Donc malgré que les élections n'étaient pas du tout au niveau qu'on espérait, nous avions décidé de ne pas pousser la contestation à un niveau qui mette en péril l'unité nationale. Et le travail que nous avions fait était aussi un travail qui voulait servir d'exemple au-delà du Niger, dans la sous-région, pour dire qu'il est possible d'être soi-même, d'être culturellement, linguistiquement différent, tout en ne rejetant pas son voisin. Et c'était aussi une manière de dire que nous pouvons accéder à des postes de responsabilité politique, à la reconnaissance culturelle, à travers l'action politique responsable. Donc, pour résumer, nous étions en fait dans une posture où il fallait répondre ou prendre la responsabilité de répondre à deux questions. Quel est le rôle des partis politiques dans l'environnement actuel de l'Afrique subsaharienne? Un environnement très particulier qui est quand même celui des menaces de déstabilisation au niveau idéologique. C'est ici de parler de la radicalisation religieuse, mais aussi des menaces liées quand même aux forces exogènes des pays très puissants qui souvent ne regardent pas les détails pour faire des choix exclusivement stratégiques et dans leur propre intérêt. Donc c'est un appel que nous lançons à la responsabilisation de tous les leaders politiques à tenir compte d'abord de nos populations et leur permettre d'avoir un cadre qui permette l'expression de la culture, parce qu'il n'y aura pas de paix sans culture, mais le facteur fondamental de la paix reste la justice et l'ouverture d'esprit que nous autres, les responsables politiques, avons le devoir crucial d'inculquer à nos militants, à leur dire qu'en réalité, celui qui est différent de vous n'est pas forcément votre ennemi. D'ailleurs, très souvent, l'ennemi, il est plutôt celui qui te ressemble. L'ami, tu le trouves avec celui qui est différent de toi. Donc ça, en laissant le débat justement ouvert, je vais vous remettre le micro et rester à la disposition des questions éventuelles des uns et des autres. Mais avant, je voudrais quand même rendre hommage à tous les participants, en particulier ceux qui sont venus des pays comme le Mali, comme le Congo, et leur dire toute ma sympathie en tant qu'être humain, mais également en tant que Nigérien, et leur dire que notre souci, c'est de voir le Mali, de voir le Congo stable et vraiment tourné vers le développement. Je leur ai dit ça en privé, je vais le dire publiquement. Je suis convaincu que le Congo et le Mali ne sont pas déstabilisés pour rien. C'est parce que c'est des grands pays qui pourront servir à la stabilité de l'Afrique. Et l'Afrique n'a pas beaucoup d'amis. Je vous remercie. Merci à vous pour votre intervention pertinente et aussi pour l'exemple que vous avez pu nous donner de ce
que fait votre parti politique au Niger. Je trouve que c'est extrêmement important que les jeunes d'aujourd'hui soient fédérés autour de mêmes objectifs, de mêmes ambitions, etc. pour justement promouvoir une culture de paix qui va au-delà des frontières nationales et pour qu'elle puisse atteindre justement un niveau assez plus global. Je vous remercie. Permettez-moi maintenant de donner la parole à M. Paul Nsapo Okoli, secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme, qui représente également, lors de cette manifestation, M. Denis Mukwege, le détenteur du prix Nobel de la paix pour l'année 2018. À vous la parole. Merci, Madame la modératrice. Merci au nom du docteur Mukwege, défenseur des droits de l'homme, qui s'est spécialisé dans la défense des femmes. Comme vous savez, les femmes sont toujours la cible dans des conflits, dans des guerres et dans plusieurs situations. Les femmes sont violées, les femmes sont pratiquement réduites à des objets. Et comme vous savez, la République démocratique du Congo, avec les conflits qu'il traverse, est devenue, si vous voulez, si vous permettez, la capitale du viol. Voilà un défenseur des droits de l'homme qui s'est mis debout, de formation d'abord médicale. Il a dit qu'il en a vu trop et il fallait se lever, parler au monde, s'attaquer aux causes endogènes et même exogènes de ces fléaux. Ce qui lui a valu beaucoup de difficultés, beaucoup d'attaques et en même temps la reconnaissance de ces fléaux. Et aujourd'hui, il est prix Nobel de la paix. Sans son nom, il est empêché par la situation que traverse la République démocratique du Congo actuellement. Sinon, il serait parmi nous et vous dit merci de l'avoir invité. Alors, vous m'aidez pour promouvoir la paix de demain. Un sujet très vaste et que je vais essayer de résumer en quelques points, notamment les éléments introductifs, les défis de droits humains liés à la mondialisation et une petite conclusion qui montre pourquoi ces sujets si importants. Mais avant de continuer, j'aimerais aussi féliciter cette initiative de brasser la diversité de cultures pour en faire un élément du ciment dont une communauté, une société a besoin pour une intégration harmonieuse dans un contexte qui se veut moderne avec des entités, des États qui sont confrontés à beaucoup de problèmes d'existence. La véritable existence dans un pays comme le Maroc relève aussi du fait que l'intégration de toutes ces diversités, une fois utilisées à bon escient, peuvent servir au règlement de certains différends d'ordre culturel, économique, j'en passe. Donc vous serez encore plus fort lorsque l'on se considère important dans la communauté. Voilà pourquoi il faut appuyer cette initiative du Grand Maghreb qui se reconnaît sous une identité qui puisse apporter encore plus à notre humanité. Alors, le sujet, disais-je, sur le droit économique, social et culturel est vaste. Ce sont les droits fondamentaux qui concernent le lieu de travail, la sécurité sociale, la vie familiale, la participation à la vie culturelle et l'accès au logement, à l'alimentation, à l'eau, aux soins de santé et à l'éducation. La formulation de ces droits
peut varier selon le pays ou les instruments ou selon les instruments internationaux. Fondamentalement, ils incluent le droit des travailleurs, le droit à la sécurité sociale, le droit à une protection, à une assistance familiale, le droit à un niveau de vie suffisant, le droit à la santé, le droit à l'éducation, ainsi que le droit à participer et à bénéficier de la vie culturelle au progrès scientifique. Et si vous voyez, ce sont des droits qui sont inhérentes à la valeur de dignité humaine et qui placent l'homme, qui placent l'individu au cœur de tout et même au centre de ces progrès scientifiques. Alors, pourquoi la promotion de la protection des droits économiques, sociaux et culturels fait partie intégrante de la défense des droits humains et de la promotion de la démocratie. Le déni de droits économiques, sociaux et culturels peut avoir des effets catastrophiques, tant sur le plan humain qu'économique et politique. Les déplacements ou expulsions forcées conduisent trop souvent des personnes à se retrouver sans abri, ni moyens de subsistance, et avec des réseaux sociaux totalement ou en grande partie détruits. En plus de ces répercussions économiques et sociales, les impacts négatifs sur le plan psychologique et sanitaire sont très nets et durables. Les personnes victimes de violations de droits économiques, sociaux et culturels sont généralement affectées dans leur développement et pour toute leur vie. Les violations flagrantes de droits économiques, sociaux et culturels ont compté parmi les causes fondamentales des conflits et l'absence de mesures en cas de discrimination systématique et d'inégalité dans la jouissance de ces droits et peut nuire au relèvement après un conflit. Par exemple, la discrimination quant à l'accès à l'emploi, l'utilisation de l'éducation comme outil de propagande, l'expulsion, comme je disais, forcée des communautés hors de leur logement, l'entrave et à l'acheminement de l'aide humanitaire et à la pollution de sources d'eau sont autant des violations de droits économiques, sociaux et culturels qui ont alimenté et alimentent encore des conflits. Par ailleurs, les droits humains sont liés et le déni des droits économiques, sociaux et culturels peut entraîner la violation d'autres droits et libertés fondamentaux, notamment lorsque les personnes ne jouissent pas leurs droits à l'éducation et au travail. Elles voient souvent leur liberté, notamment d'expression restreinte, et peuvent se retrouver exclues de la vie politique et sociale de leur pays ou dans des situations de précarité et d'insécurité. Nous le savons tous, ces éléments peuvent être facteurs de violences et de violations des droits humains et sont très peu favorables, au développement et à la consolidation d'un environnement social et politique apaisé et respectueux des droits humains dans leur globalité. Alors, il y a des défis actuellement, des défis des droits humains liés à la mondialisation. Nous faisons le constat suivant. La protection des droits économiques, sociaux et culturels ne jouit toujours pas d'un rang de priorité suffisant. Les inégalités ne cessent de s'accroître dans le monde. Des millions de gens continuent à être victimes d'expulsions forcées, d'un accès insuffisant à l'engagement et à des soins de santé et à travailler dans des conditions effroyables. Les acteurs économiques, en particulier les sociétés transnationales, ont acquis un pouvoir croissant au cours des dernières décennies. La libéralisation des flux commerciaux et d'investissement, les protections accordées aux investisseurs étrangers, l'interdépendance grandissante entre les économies mondiales, mais aussi la dette extérieure
et les politiques des institutions financières internationales ont restreint la capacité des États à respecter les obligations en matière de droits humains. Les défenseurs des droits humains et ceux qui se mobilisent pour dénoncer les abus commis par les entreprises sont de plus en plus souvent cibles d'attaques. Les communautés peinent à obtenir réparation pour des violations de leurs droits économiques, sociaux et culturels, en particulier lorsque les entreprises multinationales opèrent au-delà des frontières nationales lorsqu'elles sont impliquées. Alors, pour faire court et permettre à ce que l'échange là-dessus se fasse lors du débat, j'aimerais aller tout droit à la conclusion pour souligner les éléments ci-après. L'énonciation de droits économiques, sociaux et culturels dans le droit international est le fruit des revendications de ces droits élémentaires portés depuis longtemps par des gens du monde entier et traduit une préoccupation pour la vie de chaque personne, en particulier le plus vulnérable, qui se manifeste dans plusieurs traditions philosophiques, religieuses et autres. En cette époque de mondialisation économique croissante, où les inégalités au sein des États et entre eux ne cessent de s'accentuer, il est impérieux que le groupe de base, les ONG, les universitaires et d'autres organisations et personnes s'unissent pour reconnaître les liens entre les luttes locales qui se poursuivent et puissent aussi s'unir pour réaliser concrètement des droits fondamentaux de toutes les personnes. Pour comprendre que le cas et les formes de pauvreté et de privation sont des violations de droits économiques, sociaux et culturels et non pas simplement une question de malchance, d'événements hors du contrôle humain ou le résultat de lacunes individuelles. Les États et de plus en plus les entreprises et autres acteurs non étatiques sont tenus de prévenir des situations et d'y remédier. Partout dans le monde, le cadre de droits économiques, sociaux et culturels sert à étayer des actions pour la justice et contre l'oppression et à faire connaître de nouveaux moyens progressistes plutôt, de se renforcer et d'exercer ce droit. Les activistes ont intenté des actions auprès des organes de suivi, des traités des Nations Unies, des tribunaux et autres instances de règlement des différends pour exiger des changements et ont documenté et rendu public des violations répétées des droits de l'homme, mobilisé des communautés, élaboré des lois, analysé des budgets nationaux et les accords commerciaux internationaux pour assurer le respect des droits humains et renforcer la solidarité des réseaux entre les communautés à l'échelle locale et partout dans le monde. Le droit économique, social et culturel unissent plutôt femmes et hommes, personnes migrantes et autochtones, jeunes et aînés, et de toutes les races, religions, orientations sexuelles et de tous horizons économiques et sociaux dans une réalisation commune de la liberté et de la dignité humaine. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est très intéressant de comprendre que cette catégorie de droits fait partie vraiment, comme je le disais dans l'introduction, fait partie du socle de ces droits par lequel d'autres droits sont violés, puisque comme certains savants l'ont dit, the struggle en anglais, Darwin, the struggle for the life, le combat pour la survie, et c'est ce que nous constatons, le plus nanti veut absolument anéantir le plus faible, et les plus faibles se retrouvent à tous les échelons. Voilà pourquoi nous tablons sur ces cas en Afrique, où pratiquement nos économies sont tenues par le pays puissant, des États puissants, derrière lesquels
le FACI national. Et cela, vous avez des exemples. Mon frère, le ministre à côté, nous a dit pourquoi le Mali n'a pas que d'amis. La RDC, même chose, vous savez ce qui se passe dans ce pays. La RDC, où pratiquement les ressources minérales, le coltan, l'uranium et tout ce qui sert actuellement de minerais de haute technologie. Nous avons ici nos portables, etc. Et du coup, il y a cette sorte de foisonnement des groupes qui militent dans, disons, financés pour chasser les populations, pour exploiter ces minéraux et enfin placer des gouvernants, placer des équipes au pouvoir dans le but, dans l'objectif de pouvoir exploiter ces richesses. Voilà pourquoi nous, défenseurs des droits de l'homme, nous nous mobilisons pour que ce paquet de droits de l'homme soit respecté, et c'est vraiment un défi lancé à tout être humain conscient de toutes ces reculades que nous constatons dans le monde actuellement, et le monde qui devient de plus en plus matérialiste. Je me soumettrai alors à vos questions s'il y en a au cours de nos échanges lors du débat. Merci. Merci beaucoup, professeur Zelali, pour votre intervention. Nous passons maintenant à l'intervention de M. Christian Moubiala, ancien général de l'armée canadienne, président du bureau canadien d'investigation et de sûreté. À vous la parole, monsieur. Merci beaucoup. Je commencerai par apporter un petit correctif. C'est que je vis au Canada, mais je suis le cofondateur de l'ARP, Armée de résistance populaire, et qui se veut être une armée qui veut ramener la paix au Congo. Merci beaucoup pour cette précision. Bon, je tiens à remercier premièrement les membres organisateurs de ce forum, ce beau cadre qui nous permet de penser la paix, mais sur un plan supranational, c'est-à-dire on ne pense pas seulement sur un plan congolais ou africain, mais on parle vraiment un peu plus large. Je tiens à remercier Madame Fatima Rouaza pour cette belle opportunité. Le thème qui m'a été assigné, c'était comment mobiliser la communauté internationale. C'est un sujet qui est vaste. J'aimerais que vous permettez que je puisse circonscrire dans le cadre de la République démocratique du Congo. Je commencerai mon intervention par une question, ou disons une réflexion. Est-ce qu'on mobilise la communauté internationale, ou alors la communauté internationale se mobilise soi-même selon ses intérêts? Il faudrait comprendre cette nuance. Si on veut mobiliser la communauté internationale, on veut amener la communauté internationale à prendre action sur un problème donné. De l'autre côté, je pose la question, est-ce que la communauté internationale prend action parce qu'il y a un problème dont les valeurs humaines ou les droits de l'homme sont bafoués, ou la communauté internationale prend action quand ses intérêts sont menacés? Bon, je m'en voudrais de ne pas pouvoir expliquer le cas réel du Congo. Donnez-moi 2-3 petites minutes. A connu des chapitres sombres dans son histoire. Mais je m'attarderai seulement sur les 20 dernières années. Je ne vais pas être long, je vais vous donner quelques indicateurs. On est rendu, juste dans les 20 dernières années, à plus de 10 millions de morts. Comme le secrétaire général l'a mentionné brièvement tout à l'heure, en 2010, on a été désigné capitale mondiale du viol. Le secrétaire général a également parlé
de Dr Mukwege, mais ce qui se cache derrière ça est toute une montagne. 52 femmes violées par heure. Faites le calcul. Le viol est utilisé comme l'arme de guerre. Il y a des assassinats politiques. Et permettez-moi, le secrétaire général, de mentionner qu'il a fait les frais d'un ami, d'un collègue, d'un frère qui était militant de droits de l'homme, qui a perdu sa vie dans des conditions ignobles en République démocratique du Congo, M. Chebeya, qui était un des principaux acteurs de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Arrestation arbitraire, enrôlement d'enfants soldats, les enfants qui sont utilisés dans les mines comme des esclaves, je m'excuse, pillage systématique des ressources du pays, aucune liberté de presse, aucune liberté de penser, et toute cette tragédie prend place devant un témoin. Devant témoin. Pas n'importe lequel. On parle ici de la communauté internationale, qui a la plus grande force de l'histoire de l'ONU, c'est-à-dire la MONUSCO. On parle de près de 20 000 hommes en République démocratique du Congo. Une des missions, si pas la mission la plus coûteuse de l'histoire de l'homme. Alors, je reviens encore à ma question ou à ma réflexion. Est-ce qu'on arrive à mobiliser la communauté internationale, ou bien alors la communauté internationale se mobilise selon ses intérêts? Il va falloir encore définir c'est quoi cette communauté internationale. Mais bon, bref, c'est pas ça le débat. Oui, les Congolais se s'y ont pris et de façon multilatérale, ils ont mobilisé cette communauté internationale qui était pourtant témoin de tous les faits que je viens de mentionner ici. Alors, pour faire ça bref, c'est qu'il y a eu 4 interventions que le peuple congolais a eu à recourir pour pouvoir mobiliser la communauté internationale. En premier lieu, les groupes armés ont pris des armes pour pouvoir renverser le pouvoir et restaurer l'ordre étatique. Je ne m'attarderai même pas là-dessus, quoique je sois du domaine, ce n'est pas des moyens qui puissent ramener la paix. Souvent, ce genre d'intervention va donner lieu à des dictatures encore plus fortes. Comme le disait tantôt mon cher collègue ici. Donc, ce n'était pas une bonne idée et ça n'a jamais ramené la paix. Deuxième intervention, ça a été les politiques. Les opposants qui ont fait leur travail, qui ont sensibilisé, qui ont mobilisé. Le problème qu'on a rencontré en République démocratique du Congo, c'est que souvent, et d'ailleurs je pense que c'est partout ailleurs, les acteurs politiques fonctionnent selon une certaine idéologie. Et donc ils sont eux aussi à la quête des intérêts. Donc ils doivent s'activer de la manière qui organise le parti. Donc une solution assez limitée. Et troisièmement, il y a eu des interventions individuelles. Je ne vais pas tous les citer. On va parler du dernier en liste, le docteur Mukwege, à qui je rends un hommage, un vibrant hommage, qui s'est donné corps et âme pour combattre justement, pour aider les femmes victimes de viol. Il en a vu, et les documentaires sont sur Internet, vous pourriez aller voir. Et il a réussi, à travers ses actions personnelles, à amener la communauté internationale, ou du moins l'opinion internationale, à se pencher sur la question.
Et en dernier lieu, et c'est vrai, je privilégie, c'est les sociétés civiles qui, eux, n'ont pas de limites, qui n'ont pas d'intérêt particulier et qui vraiment regardent la population en 360 degrés et qui incluent la population dans toutes les démarches et vraiment, je ne vais pas en parler autant, j'insiste. On a, en République démocratique du Congo, nous avons eu certaines personnes, moi je les appelle les symboles de cette lutte, et parmi nous il y en a un aujourd'hui, et j'aimerais vraiment l'inviter à vous faire un speech sur ce qu'ils font sur terrain, comment ils encadrent la jeunesse et comment ils amènent la population vraiment à embarquer dans cette démarche à vouloir ramener la paix. Floribert Angeloni, je t'en prie. Merci Christian pour la parole. Je vais essayer d'être le plus bref possible. La situation en RDC est effectivement une situation qui me préoccupe énormément. Je suis donc Floribert Angeloni, je coordonne le mouvement citoyen congolais appelé Filimbi, dont la mission et l'objectif principal est de conscientiser la population de manière générale, mais la jeunesse en particulier, qui elle représente, comme dans la plupart de nos pays africains, plus de 60% de la population, la conscientiser pour qu'elle s'engage, qu'elle s'implique dans tout le processus de prise de décision publique, de prise de décision politique, afin d'influencer justement les décisions de nos classes politiques dont Christian a parlé, qui malheureusement, sans cela, ne prennent pas toujours en compte les intérêts de nos populations. Alors, en RDC, nous, le mouvement a été créé en 2015, et les aspects de sécurité d'abord sont très importants pour nous. Je vais vraiment parler de ça rapidement, mais c'est extrêmement important. Ça fait plus de 20 ans aujourd'hui que des dizaines de groupes armés pilulent en RDC. Ça fait plus de 20 ans aujourd'hui que finalement une bonne partie de la RDC, l'Est en particulier, est en guerre à cause d'intérêts économiques principalement, d'intérêts économiques hors RDC, de pays de la région, des pays africains, de pays occidentaux, qui ont manipulé, organisé différentes rébellions et différents groupes armés. Nous avons aujourd'hui des dizaines de groupes armés actifs. Et ce sont ces groupes en majorité, mais également l'État congolais qui pour nous aujourd'hui n'est pas du tout démocratique, qui sont à la base de tous les fléaux dont Christian a parlé, notamment le viol, qui est devenu vraiment l'arme la plus utilisée en RDC. Alors, pour revenir sur le débat et le sujet, effectivement, nous pensons dès le départ que l'implication de la population, la conscientisation, la compréhension des enjeux sont une priorité si nous voulons mettre un terme à ces fléaux et ramener la paix dans nos pays. Il n'y a que lorsque la population est engagée, comprend les enjeux, agit de manière pacifique, c'est extrêmement important de le dire, de manière démocratique que ça se passe. Et dans l'exemple congolais, j'en suis une victime malheureusement, j'ai dû m'exiler pour ces raisons-là, mais le mouvement continue fortement sur le terrain. Dans l'exemple congolais, depuis 4 ans, l'actuel président dont le mandat est échu depuis 2016 a mis tous les mécanismes en œuvre pour se maintenir au pouvoir. Mais malheureusement pour lui, heureusement pour le Congo, il y a d'abord eu une forte mobilisation intérieure, citoyenne, de la population, pacifique, j'insiste bien, et qui a été sensibilisée par les différentes dynamiques citoyennes, par la société civile. Donc ils les ont aidés à comprendre, nous les avons aidés à comprendre les enjeux, à se mobiliser, et en bout de ligne, le monsieur Kabila n'a pas réussi à se présenter. La deuxième étape, aussi importante, a été la tentative d'imposition d'un dauphin, d'un pantin. Encore une fois, il y a eu une forte mobilisation, vous avez peut-être suivi, il y a quelques jours. On a annoncé un candidat de l'opposition comme vainqueur, mais là encore, il y a des problèmes, des difficultés, parce que certains pensent qu'il y a encore des fraudes. Mais bref, c'est un détail. Mais pour revenir sur le problème lié justement à la mobilisation de la population, à
à son implication si nous voulons véritablement que la paix revienne. J'insiste pour dire que la place de la population est extrêmement importante parce que les intérêts de ce qu'on appelle la communauté internationale, pour nous, qui sont des intérêts d'abord divers. Il n'existe pas, selon nous, une communauté internationale uniforme avec une adresse sociale qui a des intérêts convergents. Cette communauté d'États, d'intérêts, d'entreprises, d'organisations a elle-même des multiples intérêts. Mais il est important que nous-mêmes, nos États, nous-mêmes Africains, nous-mêmes Congolais, nous-mêmes Africains, construisions d'abord nos propres intérêts. Qu'est-ce que nous voulons pour nos États? Comprenions les enjeux de nos États. Développions notre propre vision. Quelles sont nos valeurs? Quels sont nos principes? Quel idéal nous défendons? Et sur cette base-là, nous devons mobiliser non seulement en interne, mais également le monde entier, comme nous le faisons ici, pour que le monde comprenne ce que nous voulons dans notre pays, pour que le monde comprenne nos problèmes et pour que le monde nous vienne en aide. Et pour conclure, la mobilisation mondiale ne se limite pas aux institutions. Ça également, nous l'avons compris. Il est important que nous développions également la capacité de sensibiliser et de mobiliser les opinions publiques. Parce que nous avons affaire, comme dans le cas du Congo, de plusieurs pays dont le type d'organisation est déjà plus ou moins démocratique. Donc l'opinion publique a une place extrêmement importante parce que c'est cette opinion qui élit les différents dirigeants. Donc nous devons également développer ces mécanismes-là. Nous avons fait énormément plaidoyer au niveau de l'opinion publique pour pousser cette opinion publique à influencer leurs dirigeants qui sont très souvent impliqués dans les différentes crises, dans les différents fléaux que traverse notre pays pour simplement, par rapport à des intérêts étatiques ou d'organisation. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin, je suis ouvert au débat. Mais encore une fois, j'insiste, Christian a totalement raison. Je pense, nous avons toujours pensé, nous, que la donne population, qui est la donne majoritaire, lorsqu'elle est bien organisée, lorsqu'elle est bien conscientisée, lorsqu'elle est bien préparée, est la donne la plus forte et de manière pacifique, nous insistons là-dessus, de manière pacifique et non violente, est la mieux à même de ramener une véritable paix dans nos différents États. Merci. Merci à vous pour ce complément d'information par rapport à ce que M. Christian a déjà évoqué et merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Je donne la parole maintenant au docteur professeur Badreddine Zouaga. Je n'ai pas pris malheureusement le temps de le présenter tout à l'heure, j'en suis vraiment désolée.